Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui, voilà, on a quelques vidéos si vous nous suivez sur Facebook et sur le Twitter de Sud Radio. Jean-Luc Benamias, bonjour. Membre du Conseil économique, social et environnemental. Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, bonjour. Bonjour à tout le monde. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le média franc-tireur. Et Kerima Mendes, bonjour. Vous êtes responsable associatif. Bonjour à vous. Bonjour. On vous voit un peu flou. Je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais voilà. Et j'ai un problème de connexion. Hein, je vous le dis tout de suite. J'ai d'énormes problèmes de connexion, mais bon, tout va bien se passer. Pas plan de déconfinement. Est-ce que vous êtes angoissé pour l'après 11 mai? Est-ce que vous faites confiance au gouvernement? 6 Français sur 10 ne lui font pas confiance. C'est le résultat d'un sondage. On peut craindre, on va en parler, une vague de licenciements. Et puis on va reparler peut-être du prix des masques et ce que nous disait Monsieur Abenaïm qui était absolument incroyable, c'est-à-dire les pharmacies qui ont été prises de court parce qu'elles n'ont pas eu le temps, elles n'ont pas pu mettre en place exactement ce qu'elles auraient voulu pour vendre ces masques. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Peut-être commençons avec Matteo. Matteo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui. Alors moi j'ai un coup de cœur, mais qui est un peu aussi un coup de gueule, comme souvent on arrive. Oui. J'ai un coup de cœur pour une série qui vient de commencer sur l'une des chaînes OCS, qui s'appelle Devils, donc Diable en anglais. Et c'est un coup de cœur parce que en fait elle est très actuelle, bien qu'elle se déroule au milieu de la crise économique de 2011. En fait, elle parle de tous tout ce qui se passe dans le monde de la finance, d'une finance qui est capable aussi d'influencer les démocraties, et notamment on parle dans cette série par exemple de la faillite de la Grèce, mais aussi on parle par exemple de la mort du colonel Kadhafi, de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. C'est une série italo-anglaise qui nous rappelle que la finance peut conditionner beaucoup de choses dans les démocraties et voilà, peut-être ça nous donne quelques clés de lecture pour la crise actuelle, parce que la crise financière et économique que nous vivrons après cette crise sanitaire va être très forte. Les analystes disent même plus que celle de 2011 et 8 à 11. Oui. On va en reparler. On va en reparler évidemment de cette crise financière avec un risque de chômage extrêmement important. On a Patrick Vignal. Bonjour, Patrick Vignal. Bonjour. C'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule contre la classe politique dans son ensemble et je m'y inclus. On a une période difficile. Je pense que personne ne sait rien du déconfinement, ce qui peut se passer. On aura une crise sanitaire, écologique, sociale, économique et à la fois même ma majorité n'arrive pas à séduire toute l'opposition parce que c'est pas possible qu'en ces temps difficiles, chacun ne fende pas l'armure et à la fois franchement une opposition qui cherche qu'une chose, le chaos, pour récupérer des places. Donc ce matin, je me lève en me disant que peut-être que je suis inutile pour les Français et je trouve qu'on n'est pas à la hauteur. Quand je vois les soignants, les médecins retraités, les caissières, ces gens qui du jour au lendemain sont allés bosser et quand je vois comment on se déchire, j'ai honte. Oui, bah écoutez, on y reviendra. Pardon, Kerima Mendes, vous voulez réagir? Je dis juste à ce monsieur que c'est un peu son gouvernement qui est un peu responsable de tout ça quand il dit que les médecins, il a honte de la manière dont on traite les médecins et les soignants. J'aimerais juste vous dire, monsieur, que votre gouvernement a piétiné quand même ces gens-là. Les réformes contre les hôpitaux, c'est quand même votre gouvernement. Donc que vous ayez honte, peut-être, mais il faut avoir honte de votre gouvernement. Excusez-moi, madame, vous voyez pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat classique, vous dire que ce qu'a pas fait le gouvernement précédent. Laissez-moi, s'il vous plaît, madame. Il y a quand même. Mais monsieur, votre gouvernement. Je ne vous ai pas interrompu. Donc,
Alors attendez, Karima Mendes, laissez répondre Patrick Vignal. Vous empiétez un petit peu sur le débat qui va suivre, effectivement, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi de ne pas réagir à un certain nombre de dysfonctionnements. Madame, je ne vous ai pas interrompu. Je pense qu'il faut qu'on ait une France apaisée qui se parle. Et je ne vais pas vous mettre des chiffres à la figure. Je ne vais pas vous dire que sous le gouvernement d'Hollande, on n'a pas suffisamment accompagné les hôpitaux. Moi, je reçois des éléments de langage qui me disent qu'on a mis plus d'argent dans les hôpitaux. Le vrai débat, il n'est pas là. C'est quelle société on veut, qu'est-ce qu'on fait avec la finance, qu'est-ce que c'est que la démocratie, comment on respecte les oppositions. Mais il faut demander ça à votre président madame. Qui a favorisé les riches au lieu de favoriser les petits et qui a piétiné les gilets jaunes. Il faut dire ça à votre président, monsieur. Vous voyez, madame, c'est pas pour... C'est bien beau de venir à la radio et de dire je me suis levé en colère. Mais tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre gouvernement n'a pas respecté ces gens et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il se rend compte que c'est cette France d'en bas qui est en train de relever les manches et de faire le sale boulot. Chère madame, la France d'en bas, c'était la France des Gilets jaunes et je pense que j'ai pris ma part quand il fallait. Moi, je ne vous parle pas de la France des Gilets jaunes, je vous parle de la France tout court. Je vous parle qu'aujourd'hui, on va arriver au 11 mai. Madame, je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît. La démocratie, c'est s'écouter, vous ne croyez pas? Oui. Alors allez-y, Patrick, mais on va continuer. On va continuer ce débat parce que tout à l'heure, parce que ça rentre dans ce manque de confiance également des Français vis-à-vis du gouvernement pour régler la crise. On va y revenir. Je voudrais qu'on finisse notre tour de table. Peut-être Jean-Luc Benamias. Là aussi, ça va faire partie. Allons-y. Bon, moi, sérieusement, la façon dont on est en train de débattre à l'Assemblée nationale, mais c'est pas le fond, ça. Le fond, c'est de quoi on débat. On va débattre du tracking. Alors, on a déjà les attestations de déplacement, ce qui est déjà quand même gigantesque, hein, excusez-moi. On a un certain nombre de villes, et pas des moindres, Paris, Lyon, Nice, qui mettent des drones un peu partout. Vers quelle société va-t-on avec tout cela? Alors, je ne vais pas vous faire de littérature, mais enfin, 1984, on va s'en approcher très vite. Et surtout, par rapport aux critiques qu'on peut avoir par rapport aux dictatures comme la Chine, la Russie, j'y vais à gros traits évidemment. Hein. Si on met tout ça en place au fur et à mesure, mais qui a le contrôle de quoi? Et donc dans ce cadre-là, le débat sur le tracking, pour moi, mais c'est valable pour l'autorisation de déplacement et c'est valable pour ces histoires de drones. C'est une société absolument épouvantable. Et heureusement qu'il existe dans la société des associations comme la Ligue des droits de l'homme et quelques autres, évidemment, des associations d'avocats, le syndicat des avocats de France, qui disent, mais attendez, où va-t-on avec tout cela? Comment la société pourra être gérée après si tout le monde est sous contrôle d'une partie de la population et d'une grande partie de la population? C'est impossible pour moi. Oui. Bon, on va en reparler parce que le tracking fait partie. Vous avez remarqué, Valérie. Oui, j'ai remarqué, ça vous ressemble pas. Ça ne vous ressemble pas. Coup de gueule également de Karima Mendes. Après, on reparlera, je pense, dans la deuxième partie de l'émission du plan de déconfinement et puis de cette histoire de tracking. Karima Mendes, c'est un coup de gueule. Oui, tout à fait, c'est un coup de gueule, c'est contre l'application UVP, Urgence, Violence, Police, une application qui a été créée par Amel Bentounsi. Alors, je rappelle juste qui est Amel Bentounsi. Amel Bentounsi avait un frère qui a été tué lors d'une course-poursuite et elle pense que tous les policiers de France sont des voyous. Donc, elle a décidé de créer cette application et de filmer ce qu'elle pense être des violences policières afin de monter des dossiers et de porter plainte contre ces policiers. J'aimerais juste rappeler qu'à l'heure actuelle, ce que vivent les forces de l'ordre en France est juste incroyable. Dans les quartiers populaires, c'est à la vie et à la mort. C'est-à-dire que ces gens-là partent dans les quartiers populaires, ne savent pas s'ils vont rentrer chez eux le soir. Et on a des gens comme ça, des pompiers pyromanes, qui créent des applications pour mettre encore de l'huile sur le feu. Donc, je ne comprends pas qu'à un moment donné, le gouvernement ne mette pas un stop à cela.
Oui, une réaction les uns et les autres sur cette application, donc qui propose de filmer les policiers. Jean-Luc, faut pas oublier qu'on en a deux qui sont à l'hôpital parce que hier soir ils ont été agressés par voilà. Donc, un homme de 29 ans qui a foncé sur 2 policiers en les blessant. Et qui avait des motivations un peu terroristes, même si on est en train de mener l'enquête. Naturellement, les juges diront de quoi il s'agit. Mais bon, il y a 2 policiers qui sont en conditions très graves. Oui. C'est totalement vrai, bien évidemment, et malheureusement, ce genre d'événement arrive, et celui-là est absolument abominable. Hein. Je parle des deux policiers qui ont été plus que renversés par ce barjot, mais faut pas nier non plus qu'il existe dans la police, je dis pas que c'est la police en général, mais en particulier, quand vous regardez ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis, c'est pas très brillant. Loin de là. Alors je sais que pour une fois, le ministre de l'Intérieur a pris des dispositions très rapides, quasiment en mettant de côté les 2 policiers. Quand vous écoutez la bande, c'est raciste, et en plus il y a des violences derrière. Donc je fais la part des choses par rapport à cela. Je pense que évidemment la gendarmerie et la police c'est plus qu'utile dans une société, mais ce qui est utile aussi, c'est qu'elle sache garder ses distances et avoir un peu de tact par rapport à la population. Et je ne suis pas certain que ça existe. Maintenant, juste un mot, Jean-Luc, sur ces 2 policiers qui sont effectivement totalement inexcusables dans leurs propos. On rappelle quand même qu'ils ont sauvé ce type de la noyade. Ce type qui est un délinquant notoire, ça n'autorise évidemment pas à l'insulter, mais les types il n'y aurait pas eu cette vidéo, ils auraient peut-être même eu la Légion d'honneur pour avoir sauvé un type de la noyade. Donc, mais voilà, il faut. Valérie, on est assez primaire aussi dans les choses. J'entends bien, et après on ne sait pas ce qui s'est passé avant, je suis d'accord, mais après on entendait quand même des cris dans la camionnette, enfin excusez-moi. Hein, donc, mais on a entendu des cris dans la camionnette, il y a, j'aimerais rappeler que les policiers à les forces de l'ordre en France, ces 2 hommes ne représentent pas la police. La police est respectueuse et la police est républicaine. De la même manière que les délinquants ne représentent pas tous les habitants des cités. Mais la police est raciste. Je n'ai pas dit. Monsieur Benamias, depuis 24 ans, j'entends, mais la police est raciste. 54% des policiers votent Front National, c'est complètement faux. Il faut voir ce que vivent ces hommes et ces femmes. Et ces hommes-là, moi je pense, et ces femmes-là, il faudrait carrément leur donner la Légion d'honneur quand ils postulent pour être policiers, parce que ce qu'ils vivent, mais c'est d'une violence incroyable. Valérie. Il y a une vidéo qui circule depuis hier où le type il dit carrément mais de toute façon, mais toi t'es qu'un bleu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire, t'es le procureur. On leur parle, mais comme à des déchets. Mais c'est quand même incroyable ce qu'ils vivent, ces hommes et ces femmes. Alors, qui veut intervenir? Si je peux dire une chose, je trouve que Matteo il faudrait... C'est juste, il dit Jean-Luc Bernias à propos de la distance qui devrait tenir éventuellement la police. Il faut aussi s'en souvenir quand il y a les gilets jaunes qui défilent dans la rue. Maintenant, on en parle déjà pour la 3e fois dans cette émission. Mais rappelez-vous que le ministère de l'Intérieur n'a absolument pas dit de tenir la distance quand il s'agissait d'aller tabasser des citoyens. Hein. Ça ne m'a pas vraiment échappé. Ouais. Voilà. On vous a pas entendu, Patrick Vignal, sur le sujet. Bon, d'abord, moi, je voudrais dire à Jean-Luc Benamias, d'abord sur le Covid-19, je pense que personne ne sait rien, on ne sait pas ce que seront faits les lendemains, et qu'il fallait que les gens soient confinés. Je vous rappelle que s'il n'y avait pas eu des gens confinés, il y aurait peut-être plus de 60 000 morts. Donc, c'est pas le contraire. Non, Jean-Luc, tu n'as pas dit le contraire, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il fallait une petite réglementation, bien sûr qu'il fallait de l'attestation pour sortir. Pourquoi d'autres pays s'ils ont fait autrement, Patrick? Pourquoi d'autres pays n'ont pas d'autorisation? Les citoyens sont des gens responsables. Les citoyens sont des gens responsables. 95% de la population française et ceux qui vivent en France sont des gens responsables. Il y a quelques abrutis, d'accord, mais ce sont des gens responsables. Prendre des gens et leur dire vous êtes obligés de, on voit aujourd'hui que ça pose d'énormes problèmes. Je ne parle pas de quelques voyous dans les cités et dans d'autres endroits. Je parle de la population en général. Elle est totalement responsable. Sinon, le confinement n'aurait jamais marché.
Alors, moi, je partage une partie de l'analyse. La majorité des Français est restée confinée. Moi, je pense que le vrai problème, il vient aussi de nos hôpitaux. Il fallait que les lits se libèrent. Il fallait qu'on libère un peu la charge des enseignants. Et tous les jours, ça diminue. Et il me semble, moi, mais je suis pas un expert, qu'il était important de diminuer la charge des hôpitaux pour essayer de mettre en place un déconfinement qui puisse convenir à tout le monde. Et c'est vrai que ce n'est pas gagné. Non, allez, on va en reparler dans un instant. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, plan de déconfinement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Beaucoup de sujets, beaucoup d'angles. Peut-être sur la forme qui est proposée. Ça nous permet de revenir un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Patrick Vignal, c'est-à-dire que on va avoir la présentation de ce plan de déconfinement et les députés vont devoir voter tout de suite derrière, un certain nombre de députés, pas tous. Et puis il y aura cette histoire de tracking. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va y voir plus clair ou pas? Qu'est-ce que vous en attendez les uns et les autres de cette annonce d'Édouard Philippe? Peut-être Jean-Luc Benamias? Bon, d'une part, j'espère que quand Édouard Philippe aura parlé, et ça n'est pas une évidence ce que je vais dire, derrière, nous n'aurons pas 1 heure après et 2 heures après un certain nombre de ministres qui diront exactement le contraire, voire même le président de la République. Donc déjà, quand on va l'entendre, maintenant, ce que je vois moi, c'est que nous sommes à 10-12 jours du déconfinement possible, potentiel. Ça laisse beaucoup de temps, évidemment, pour qu'il y ait beaucoup d'erreurs et de complexité qui se rajoutent. Voilà, on va l'écouter. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai lu dans la presse et j'ai écouté à la télévision ou à la radio la complexité aujourd'hui des relations dans le gouvernement et des relations entre le Premier ministre et le Président de la République. Voilà, les choses sont compliquées et malheureusement, Patrick, hein, je te réponds à ce que tu disais tout à l'heure, oui. L'apaisement est quelque chose d'important dans la vie dans la période dans laquelle nous vivons, mais l'apaisement n'a pas l'air exactement ça n'a pas l'air d'être exactement le cadre de ce qui se passe au niveau gouvernemental et avec le président de la République. Non, alors, Patrick Vignal. Oui, mais je partage une partie de l'analyse de Jean-Luc. Effectivement, nous avons une grande part de responsabilité et justement, normalement, cette crise de Covid, qui est pour moi plus qu'une guerre, mais une catastrophe mondiale, devrait nous faire réfléchir et penser autrement. Et je vous dis franchement, il faut arrêter cette domination partisane avec une opposition muselée en disant « nous avons conquis le pouvoir et nous allons le gouverner ». Je pense que c'est ça qu'il faut changer. Et je vous dis franchement, je ne voterai pas après-midi. Je ne voterai pas, je suis dans une famille, je veux la défendre, mais je veux la faire évoluer. Mais je veux aussi avoir un vrai débat, pas avec des gens qui s'aboient dessus, pas avec des gens qui sont sur des dogmes. On sait tous que le 11 mai... Mais vous allez mettre votre majorité en difficulté si vous êtes mais pas du nombreux. Pas du tout, Valérie. Oui, je veux au contraire la conforter, cette majorité. Je veux dire, excusez-moi, puis je ne prendrai plus la parole après, je vous donne un exemple précis sur les écoles. À la fois, Valérie, j'ai des enseignants qui me disent « nous voulons retourner à l'école enseigner parce qu'il y a des violences faites aux femmes à un moment donné, parce que des gamins des quartiers populaires vont perdre du temps ». Et à la fois, j'ai des enseignants qui me disent « j'ai peur, je ne veux pas y aller ». Est-ce qu'on peut faire confiance aux Français, faire confiance aux syndicats, aux maires, aux préfets et en fonction des territoires, donner de l'agilité? Non, mais monsieur, excusez-moi, là, c'est pas une question... Là, il n'est pas question de dire les gamins des quartiers populaires, puisqu'ils ont moins de chances que les autres, il faut les emmener à l'école ou pas. Là, il est question de crise sanitaire. C'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on envoie nos gamins à l'école pour qu'il y ait une nouvelle niche de maladies? C'est pas une question de se dire oui, les gamins des quartiers populaires, il faut les favoriser, il faut les ramener à l'école parce qu'on sait tous qu'ils ont moins de chances que les autres. Là, on parle d'enfants et on parle de maladies, monsieur, c'est autre chose. Et la maladie prime surtout. Si donc, non. Alors, donc, non. Mathéo, oui. Moi, j'ai ma soeur qui a 2 enfants, le 11 mai, elle ne met pas ses enfants à l'école. C'est son choix, madame, tant mieux. Oui, mais il y a beaucoup. Je voudrais intervenir. Alors,
Matteo Ghisalberti. Si je peux, déjà, je voudrais qu'on arrête de parler seulement des enfants des quartiers, parce que je vous assure que aussi les enfants du reste de la France, comme les miens, comment dire, doivent continuer. Nous devons continuer à leur faire la pédagogie scolaire, à leur impartir les enseignements de la langue française. Heureusement, j'ai ma femme qui est de langue maternelle, donc exactement. Donc ne craignez pas pour l'éducation française de mes enfants. Ça va très bien. Mais vous les renverrez à l'école ou pas, Matteo? Vous les renverrez à l'école le 11 mai? Je suis très partagé, honnêtement, parce que j'ai peur pour la santé de mes enfants, pour la santé du personnel scolaire et aussi pour notre santé, parce que si ça nous arrive quelque chose, on peut aussi contaminer d'autres gens. Mais de toute façon, je suis un peu étonné d'entendre Monsieur le député qui, c'est comme s'il découvrait que sa majorité et sa majorité précédente, parce qu'il a fait partie du Parti socialiste, ont tapé dur sur les oppositions, parce que dans ces pays, depuis au moins 3 présidences, on ne peut pas être à l'opposition, parce que l'opposition, vous vous rappelez quand il y a eu l'affaire Benalla, on disait que l'opposition voulait affaiblir le président de la République. Et vous les députés de la République en marche, vous étiez tout corps et âme autour de votre président pour le défendre et pour fermer la bouche aux oppositions, alors qu'elle faisait tout simplement un travail de contrôle politique. Et là, désolé, mais vous ne pouvez pas dire « Ah ben moi, je ne vais pas voter ». Enfin, vous pouvez le dire tranquillement, mais je ne vais pas voter comme si c'était une fatalité. De toute façon, vous savez que votre majorité ne tombera pas. Donc, c'est peut-être pour vous refaire une santé politique. Je ne sais pas, mais c'est alors, cher monsieur, pourquoi vous ne votez pas contre? Pourquoi vous ne votez pas contre? Attendez, Valérie. Votez contre. J'ai passé souvent du temps sur vos antennes, donc, cher monsieur, je vous encourage à regarder toute ma déclaration, notamment sur l'histoire d'Alexandre Benalla. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, aujourd'hui, et vous me confirmez ce que je dis, vous posez la question si vous remettrez vos enfants à l'école ou pas. Moi, je vais vous poser une question et donner la réponse. Vous avez les moyens, vous, avec votre épouse, de pouvoir faire la classe à vos enfants, parce que vous avez certainement un niveau... Vous ne savez pas si j'ai les moyens, parce que quand à la différence... Non, mais excusez-moi, parce que c'est comme intellectuel. Non, mais surtout si vous dites que nous, on a les possibilités pour pour faire la continuité scolaire avec nos enfants, vous ignorez ce qu'ils font le 99% des Français, c'est-à-dire ils travaillent et ils doivent garder les enfants et ils doivent assurer leur éducation scolaire en ces moments de confinement. Donc, non, mais, cher monsieur, on fait rien d'extraordinaire parce que c'est nos enfants. Je voudrais qu'on sorte un petit peu aussi du débat sur l'école, qui est évidemment très important. Après, ça va être la responsabilité individuelle des parents qui vont décider ou non. Maintenant, dans ce plan de déconfinement et la manière dont il est présenté et dont il va être voté, c'est-à-dire que les groupes vont avoir 2 heures pour le voter. Est-ce que ce sera plus clair? Qu'est-ce qui va se passer avec cette fameuse histoire du traçage numérique qui va faire partie a priori du plan de déconfinement de ce qu'on sait? On en parle avec vous et on vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On va parler donc de ces annonces que doit faire le Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée, du fond et de la forme. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un plan qui a été mis en place en 15 jours? La difficulté de s'adapter aux différences territoriales. Cette histoire de tracking que vous évoquiez, c'est-à-dire qui a fait ses preuves dans certains pays. On a une auditrice, Nathalie, qui nous dit qu'en Israël, c'est comme ça qu'ils ont réussi à contrer le virus. Mais le tracking va faire partie du plan global. Et le vote des députés portera sur le plan en général et non pas sur chacune des propositions. 15 jours pour présenter un plan. Est-ce que c'était trop court? Qui veut intervenir? De toute façon, le plan du gouvernement, cette crise a été gérée avec les pieds, il faut le dire. Il n'y a eu aucune gestion de cette crise. Donc là, ils sont en train de faire du rafistolage. Je ne pense pas que le plan de cet après-midi soit à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Donc, à mon avis, ça va être encore du rafistolage. Et puis, dans 2 ou 3 jours, il y aura une cacophonie sur les réseaux sociaux des ministres et des députés. Et chacun voudra faire sa petite chose dans son coin.
Voilà ce qui se passe actuellement avec ce gouvernement, malheureusement. Ouais. Moi, je pense qu'il faut... Jean-Luc Benamias. On verra après ce que dit Édouard Philippe, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que tout ça, il y aura une certaine cacophonie, comme le dit Karima. Moi, je fais largement confiance et j'espère que le président de la République et le Premier ministre ont compris qu'il y avait des élus de territoire qui sont en capacité, eux, très diversifiés. Et là, il y a vraiment l'ensemble de la représentation nationale qui est représentée, pour faire que dans les différentes régions, les différents départements, les différentes communes, il y ait une application, parcimonieuse, une application en fonction des éléments de santé et sanitaire que nous connaissons, qui fasse que, globalement, on ait une participation largement citoyenne par rapport à tout cela, qui permette aux gens de se dire, tiens, enfin, il y a quelque chose qui est dans la complexité dans laquelle nous vivons, qui est adapté à la situation. Voilà, je le redis, l'ensemble des élus locaux, en France, nous avons 600 000 élus locaux, ça n'est pas rien. Ce sont des gens qui sont valides, valables, et qui peuvent mettre en place une sortie du confinement tout à fait à la hauteur. Ouais. Oui, Valérie. Oui, moi je voudrais confirmer les propos. En fait, je pense que la création d'un duo préfet et maire a permis d'avoir une continuité sur le territoire entre les villes pauvres et les villes riches. Et c'est vrai qu'il faut donner de l'agilité et de la souplesse aux élus locaux. Et j'ose le dire, je pense que dans certaines administrations centrales, on est en train de découvrir l'utilité de l'élu local. Et je pense qu'il ne faut plus une gouvernance horizontale, mais une gouvernance partagée. Faisons confiance aux maires. J'ai un exemple précis dans l'Occitanie. On a le département de la Lozère où il n'y a quasiment pas de cas de Covid-19. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les syndicats, les citoyens, les parents d'élèves, les enseignants? En fait, on n'a pas une réponse toute faite. Et c'est la difficulté d'un gouvernement, quel qu'il soit, de proposer des mesures qui soient arrêtées et définitives. Toutes les 24 heures, ça peut changer. C'est pour ça que j'ai envie, moi, de faire confiance aux élus locaux, aux citoyens, aux Français, et puis enfin, avoir une démarche positive, pas être toujours dans le négatif en disant c'est la faute de l'autre. Bien sûr qu'on est dans une situation difficile. Il y a des responsabilités. Enfin, Patrick Vignal. Mais Valérie, je pourrais vous parler de la responsabilité. Oui, mais je vais vous parler de responsabilité du gouvernement précédent parce qu'il manquait des masques, mais on ne peut pas avancer le schmilblick avec ça. Oui. Non, mais sauf que, d'accord, on peut penser à demain, sauf que je ne sais pas si vous avez... C'est pas si vous avez écouté... Qui c'est qui a géré cette crise? Vous aurez le temps de faire le Monsieur, qui c'est qui a géré cette crise? Ce n'est pas François Hollande. Ce n'est pas François Hollande. D'ailleurs, vous étiez, comme l'a rappelé tout à l'heure le monsieur, vous étiez au Parti Socialiste. Ce n'est pas Hollande qui gère cette crise. J'ai été fier de ton Parti Socialiste. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas géré cette crise comme il fallait. Il n'a pas commandé les masques au moment où il fallait les commander. Vous avez géré cette crise avec les pieds. Excusez-moi de vous le dire. Madame, vous savez, faites partie de ces gens. Et si on a des peurs, des craintes... Mais monsieur, que vous redécouvriez maintenant les territoires, que vous redécouvriez les maires... Écoutez, madame, je suis un élu local. Ne vous interrompez pas, on n'entend pas. Mais c'est bien, moi je dis que vous redécouvriez maintenant les maires, les élus locaux, c'est très bien, bravo. Bravo madame, pour c'est très bien. Madame, je suis un élu local et je suis connu pour être un homme de terrain. Ce n'est même pas un problème de leçon ou pas. Aujourd'hui, on passe une période difficile. Ce n'est pas la peine de dire c'est la faute de l'autre. Nous aurons le temps de régler les problèmes. Nous aurons le temps de le voir quand nous sortirons de la crise. Aujourd'hui, vous avez des millions de chômeurs. Aujourd'hui, vous avez dans des EHPAD nos aînés qui décèdent sans avoir leur famille. Occupons-nous de ces gens et quand la crise sera finie, on se mettra autour de la table et on réglera les comptes. C'est la priorité d'abord. C'est sortir la France de cette crise sanitaire et vous aurez le temps de régler des comptes. En plus, vous avez un bulletin de vote. Patrick, donc vous pourrez l'user. On va donner la parole à Matteo Ghisalberti, mais sortir la France de la crise, il faudrait des masques qu'il n'y a pas dans les pharmacies. Si vous avez écouté le président des pharmaciens qu'on a eu tout à l'heure, enfin le pharmacien qu'on a eu tout à l'heure, il faudrait des tests qu'on n'a pas, il faudrait des autorisations qui n'ont pas été données, et puis une position claire sur ce fameux tracking. Il y a beaucoup d'inconnus quand même pour sortir de la crise. Mais il faudra se poser la question du Made in France, réindustrialiser en France, dire aux Français qu'ils paieront plus cher leurs médicaments. Bienvenue dans les clubs, bienvenue dans la club. Tout le monde voudrait le faire. Macron, ça, monsieur, ça part pas de Macron. Matteo Ghisalberti. Ça fait plus de 3 ans. Vous êtes d'accord quand même avec ça au moins?
Non, mais son député En Marche va finir au Parti communiste. Oh, arrêtez, madame, arrêtez de mettre des clichés. On n'est pas tous des godillots En Marche. Okay, on n'est pas tous des godillots. Je reconnais que gérer cette crise, c'est difficile pour tout gouvernement de toute couleur politique, parce que si on considère qu'on a déjà pas toutes les informations qui arrivent de Chine, on les a pas eues, on les a eues en retard, donc c'est très compliqué. Ceci dit, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a mis 3 mois pratiquement pour démarrer. Déjà, vous au gouvernement, vous vous remplissez la bouche tous les saintes matines en disant qu'il y a des fake news. Et là, pendant des semaines, on nous a dit que les masques ne servaient à rien, que c'était une petite grippe, que c'était une rhume. Et voilà. Ceci dit, vous avez parlé d'Israël. C'est très intéressant parce que là-bas, effectivement, il y a une application pour le tracking. Le problème, c'est qu'en Israël, à différence qu'en France, pratiquement la presque totalité des gens travaillent, comprend qu'il faut souvent s'unir pour faire face à un ennemi commun. En France, ce n'est pas le cas. Et surtout, on a déjà vu que ce gouvernement, moi j'ai des problèmes à donner l'autorisation à un gouvernement de rentrer dans mon portable, même si c'est soi-disant anonyme, etc. Tout simplement parce que j'ai déjà vu qu'il y a eu des lois contre les fake news qui essayent de faire juger à des juges ce qui est possible de diffuser dans un média ou pas. Il y a eu la loi qui peut fermer des networks étrangers s'ils disent quelque chose que le gouvernement n'aime pas. Bref, c'est un peu inquiétant que, encore une fois, on donne les clés de nos portables, de notre vie personnelle à un gouvernement qui, après, en fera ce qu'il veut. Parce que une autre chose, excusez-moi, mais maintenant, on invoque la contribution des oppositions. Mais alors, pourquoi régler le débat en 2 heures? Si, l'Union nationale, soit on la voit, soit on la veut pas. Donc, pourquoi Mais pareil pour le tracking aussi. C'est une union nationale pour combattre le virus quand on voit que ça a fonctionné ailleurs. Sauf que, encore une fois, si on donne des informations qui ne sont pas claires, qu'on ne peut pas vérifier, et surtout, il n'y a pas des contrôles, pourquoi ne pas nommer, par exemple, une commission ou appelons comment on la veut, présidée par des membres de l'opposition? Pourquoi ne pas avoir un organe qui surveille ce type d'application avec, par exemple, des membres de l'opposition à la présidence qui contrôlent Jean-Luc. Alors attendez, on a une auditrice avant Jean-Luc. On a Christine qui nous appelle. L'auditrice, c'est une priorité. Voilà, l'auditrice qui attend depuis un petit moment. Christine, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui, c'est très intéressant votre débat, mais bon, je pense que beaucoup de personnes mélangent un peu tout. C'est très difficile de dire. Bon, moi, je fais partie des millions de Français qui n'attendent pas grand-chose de ce qui va être décidé ou de façon très autoritaire par ce gouvernement qui est en effet un gouvernement autoritaire, centralisé, ce qui pose d'énormes problèmes. Je suis d'accord de ce côté-là avec M. Vignal. On a oublié les locaux, tant au niveau sanitaire, puisque les médecins généralistes, qui sont les seuls qui connaissent leurs patients, ont été mis de côté. C'est la même chose donc pour les mairies, pour les députés, pour tout le monde. Donc, il y a des régions qui gèrent beaucoup mieux. Vous savez, à l'heure actuelle, ce sont des associations qui fabriquent des masques, comme celle dont vous avez parlé hier. Voilà. Hier avec Alexandre Jardin, oui. Voilà. C'est très intéressant. D'ailleurs, moi, je suis tout de suite allée voir et je vais porter des tissus. Donc, on est obligé de pallier. C'est les Français qui pallient à l'incompétence totale de notre gouvernement depuis le début. Moi, j'ai de la famille en Allemagne, donc je sais très bien comment ça se passe en Allemagne depuis le début. Et donc, j'ai demandé à ma famille qui est en Allemagne, mais comment se fait-il que vous ayez des choses qui fonctionnent alors qu'en France, on n'a rien? Je parle de début mars. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès le début, on a demandé à tous les laboratoires privés, publics, vétérinaires, stop, vous arrêtez tout ce que vous faites des tests. Il faut fabriquer des tests, comme l'a demandé l'OMS. Donc ça, on était vraiment dans les premiers jours de mars.
et c'est ce que ça a fonctionné. Ils ont fait un réseau entre ces laboratoires et tous les CHU. Donc, ils ont testé les gens. Donc, évidemment, ils ont 10 fois moins d'essais que nous parce qu'ils ont géré la crise complètement. Qu'en plus, ils ont la chance d'avoir un système qui fabrique avec les Landes. Et les Landes ont une énorme autonomie, ce qui n'est pas le cas de nos régions françaises. Moi, je suis en Occitanie aussi. Et franchement, je trouve que la région est très bien gérée. Et je ne suis pas socialiste. On a une présidente socialiste, mais je trouve qu'elle gère très très bien sa région. Et je pense que si on avait laissé plus d'autonomie aux régions dès le départ, on n'aurait certainement pas eu tous les morts que nous avons. Parce que le problème, on a laissé les gens sans soins chez eux, avec un espèce de message qui leur disait si par hasard vous êtes malade en ayant de la fièvre, oui, quand on a de la fièvre, en principe, on est malade. Et donc, écoutez, appelez votre généraliste. Ah ben oui, votre généraliste, il peut rien faire puisqu'il n'a pas le droit de vous prescrire quoi que ce soit. Il y en a qui sont poursuivis à l'heure actuelle parce qu'ils ont prescrit des médicaments qui n'étaient pas recommandés par l'ANSES. Et je ne parle pas du traitement du professeur Raoult, non, ce sont d'autres médicaments. Donc, voilà, tout a été géré à l'envers parce que tout est géré de façon autoritaire au niveau de l'État. Alors, je ne parle pas du président Macron, parce que je connais quelqu'un qui travaille avec lui à l'Élysée, qui est très proche, il consulte énormément, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment de l'empathie, contrairement à ce qu'on entend, et je ne suis pas macroniste, je n'ai pas voté pour lui, mais je pense que c'est le gouvernement. Et il me tarde qu'on change de gouvernement, qu'on prenne des gens voilà, plus humains, plus à l'écoute des régions, plus à l'écoute des élus locaux, plus à l'écoute, voilà. Et au niveau sanitaire, pareil, parce qu'on a refusé en France, hein, monsieur Jérôme Salomon a quand même refusé quand les vétérinaires ont proposé de mettre leurs réactifs à disposition. Il leur a dit occupez-vous de vos animaux, nous nous occupons des humains. Ça a été fait. Résultat, quand on les a appelés 3 semaines, un mois après, c'est-à-dire fin mars, ils ont dit mais nous les réactifs ils sont partis en Belgique, en Allemagne, etc. Parce que dans les autres pays, ils ont compris que les réactifs ils ne sont pas pour les humains, pour les animaux, ce sont les mêmes réactifs. Mais nous, il fallait attendre que Pasteur fasse son test. Mais je pense que comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est à la fin du bal, voilà, qu'on fera les comptes. Il y a eu des dysfonctionnements. Ce sera fait. Moi, on entend ce que vous dites. On rappelle le mouvement, ce qu'a lancé hier Alexandre Jardin, Masque Solidaire. Si vous avez des tissus, si vous êtes couturière, allez sur le site de l'AFNOR ou tapez Masque Solidaire. C'est vrai que c'est une opération formidable. Moi, je suis sidérée de voir qu'on est obligé de faire des collectes pour les soignants, qu'on est obligé de faire des cagnottes pour aider les EHPAD. Enfin, on marche quand même sur la tête. Valérie Expert, je voudrais juste, si vous permettez... Alors, attendez, Jean-Luc voulait intervenir. Bon. Sur les masques, je pense qu'aujourd'hui, le journal Libération a fait le point à peu près global sur toutes les erreurs, les incompétences, tout ce qui s'est passé depuis la fin décembre, si vous voulez, quand on commençait à savoir dans les milieux très bien informés ce qui se passait. Bon, sur le masque, alors là, j'entends les masques solidaires, mais vous vous rendez bien compte aujourd'hui par rapport au fait que on vend des masques. Alors on vend des masques chez le buraliste, les pharmaciens ont eu du mal à avoir eux-mêmes des masques. On est vraiment totalement en dehors des clous. Moi, je suis pour que les masques soient gratuits. D'ailleurs, les masques solidaires, me semble-t-il, sont gratuits. Et c'est une participation citoyenne extrêmement globale qu'on voit dans les villes et les villages de France, vraiment partout. Et à ce niveau-là, et je pense que c'est la seule solution pour sortir du déconfinement de manière à peu près normale, à peu près acceptable. C'est qu'effectivement, quand on est chez les commerçants, quand on travaille, quand on est face à des gens, avoir un masque. Et tout ce discours contradictoire, complexe qu'on a eu depuis des mois sur le est un discours insensé. Et que l'une des seules solutions dont peuvent s'employer, comment les citoyens peuvent avoir une responsabilité, c'est celle-là. Après, il y a l'histoire des tests, bien évidemment, c'est ça aussi un scandale, parce que qu'on ait mis tant de temps à ce que les labos de vétérinaires aient le droit de... tout ça est dû pour moi. Et sérieusement, dans la centralisation française, et quand on prenait, je finis juste, Valérie, excuse-moi, je finis, le fédéralisme allemand, la façon dont les Länder, Christine vient d'en parler, ont organisé tout cela, est effectivement j'en parlais tout à l'heure sur le poids des régions, le poids des départements, le poids des élus. Je crois qu'à ce niveau-là, dans l'après,
on devra beaucoup plus s'appuyer, et même maintenant, beaucoup plus s'appuyer sur l'ensemble des corps intermédiaires, élus compris. Alors, on va marquer une petite pause. Oui, un petit mot. Je voulais juste, pour la personne qui a pris la parole, moi aussi je partage cette analyse. Vous imaginez qu'au début du Covid, on n'a pas intégré les cliniques privées. Donc, en fait, on a un vrai problème en France. Vous voyez, vous reconnaissez vous-même qu'il y a des problèmes. Mais Valérie, mais c'est même pas, c'est pas le gouvernement, c'est la relation entre l'hôpital privé et l'hôpital public. On ne sait pas faire de travail d'ensemblier en France. Et ça date pas de 3 ans, ça date depuis toujours. C'est ça le vrai débat. On aura l'occasion d'y revenir. Alors moi, je voudrais qu'on évoque, là, c'est en train de tomber un petit peu partout, les désaccords très profonds entre Édouard Philippe et le Premier ministre, entre Édouard Philippe et le Président de la République. L'Express public en Macron s'aborde son Premier ministre auprès des journalistes. Tout cela risque de très très mal finir. Le Président de la République était contre visiblement ce vote. Que va-t-il se passer cet après-midi à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le début de la fin pour Édouard Philippe? Déjà, vous voyez, Karima Mendes, vous disiez, est-ce que demain, il ne va pas y avoir cafouillage? Le cafouillage a commencé avant même le vote. C'est-à-dire que même le président de la République n'est pas d'accord avec son Premier ministre. Tout cela risque de très très mal finir. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio avec Jean-Luc Benamias, Patrick Vignal, Matteo Ghisalberti et Karima Mendes. Donc des aveux du président de la République vis-à-vis de son Premier ministre. Le président de la République souhaitait que le vote soit reporté comme le demandaient plusieurs députés. Est-ce que c'est le début de la fin pour Édouard Philippe? Patrick Vignal, peut-être une question. Vous dites que vous allez vous abstenir cet après-midi. Pourquoi ne carrément pas voter contre? L'abstention, est-ce que c'est vraiment du courage politique? Vous savez, je sais plus ce que c'est que le courage politique. Moi, je suis dans une majorité, et vous le savez, Valérie Expert, vous-même, puisque pendant la crise des Gilets jaunes, j'étais un des premiers parlementaires à expliquer qu'on est dans le mur. Moi, j'estime que quand on vote contre une majorité, on la quitte. Aujourd'hui, le fait de s'abstenir de voter, ça permet d'envoyer un signal. Mais je vais vous dire, je crois que le signal, il est reçu depuis longtemps par les Français. Si on ne change pas de braquet, nous amènerons la France dans le mur, et la responsabilité, elle n'est pas que dans la majorité, elle est dans l'opposition, elle est dans les syndicats. Il faut avoir une approche coopérative nouvelle avec les Français. Et cette crise, si elle a un côté positif, c'est d'aborder différemment. Et quant au store du Premier ministre, ce n'est certainement pas mon problème. Je ne sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas si c'est une vérité que Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne s'entendent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on règle le problème des Français, et le reste, ça ne me concerne pas. Oui, Mendes. Ouais. Moi, je suis estomaquée de vos propos. Hein. Je pense que vous êtes sincère. Ça, c'est pas, le problème n'est pas là. Mais vous dites, vous accusez presque l'opposition et les syndicats de tout. Alors, je suis pas. Non, madame, je suis pas une farouche amie des syndicats comme la CGT ou ce genre. Mais je trouve quand même que vous n'avez pas le droit de les accuser. Le problème, madame, excusez-moi. Quand votre président est arrivé au pouvoir, il a joué le rôle de Jupiter. Je gère tout, c'est moi qui gère tout, et l'opposition, je n'écoute personne. Je fais bon. Madame, vous avez raison. Il nous a emmenés au mur, dans le mur. Non, c'est pas la faute de l'opposition. Excusez-moi, c'est pas la faute de l'opposition. Si cette crise a été mal gérée, c'est la faute de votre gouvernement qui, pendant 3 mois, quand j'entends une dame comme Sibeth Ndiaye qui vous dit sur Europe 1, ah non. Les masques, c'est pas nécessaire, je ne sais pas porter un masque. Ah mais non, mes enfants, ils ne porteront pas de masque. Mais attendez, mais vous vous rendez compte qu'elle dit aux Français? Mais elle dit aux Français, non, mais c'est pas grave, allez vous contaminer. Alors, non, mais c'est complètement étonnant ce que vous dites, monsieur. C'est la faute de votre gouvernement qu'on en est là aujourd'hui. Madame, pour faire avancer le débat, je n'ai jamais dit que c'était la faute de l'opposition. Je fais partie de ces parlementaires qui pensent que pour gérer la France, on ne peut pas la gérer seul dans son bureau. Il faut faire confiance aux élus locaux. Il faut faire confiance au corps intermédiaire. Nous n'avons pendant 3 ans pas fait assez confiance au corps intermédiaire. Je crois que mon propos est clair. Quant à l'opposition, quand vous avez l'opposition qui explique sur des plateaux TV, qui veut un calendrier précis, des normes précises, madame, personne ne sait rien. Madame. Mais monsieur, c'est le rôle de l'opposition. Mais c'est le rôle de l'opposition. La certitude entre le comité scientifique qui s'occupe du... On ne peut pas gérer un pays avec un seul homme, avec une seule équipe. Mais je vous ai pas dit le contraire, madame.
Je vous ai pas dit. Allez. Mais oui, mais c'est normal. Hein. Je vous ai dit qu'il fallait les associer. Je vous ai dit qu'il fallait les associer. Revenons au départ. Revenons à cette question. Donc le président de la République nous dit l'Express, qui prend son téléphone et qui appelle les journalistes pour leur dire que ce n'est pas lui qui ne veut pas du report du vote, que c'est la décision unilatérale de Édouard Philippe. C'est quand même en pleine crise ahurissant, Jean-Luc Benamias. C'est insensé. Je ne sais pas si tout ça est juste ou pas. Je ne sais pas si moi j'aime pas beaucoup dans la presse, et mon métier avant était d'être journaliste, carte de presse 39 804. Ça date pas d'aujourd'hui, comme ça peut se voir. Mais je n'aime pas ce genre de choses où on n'indique pas qui dit qui à quoi, qui a eu l'info et tout ça. Et vous vous rappelez la une du JDD il y a à peine une semaine, qui annonçait avant que la première prise de parole d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron, ce qui allait se passer, et puis on s'est aperçu que c'était pas du tout le cas. Donc moi, je ne fais pas de plan sur la comète. Mais vraiment, le fait qu'on se permette aujourd'hui, le gouvernement est déjà assez divisé comme ça entre les différentes positions gouvernementales, qu'il y ait un débat aujourd'hui entre le Premier ministre et le Président de la République, je trouve ça totalement inacceptable. Et clairement, moi Édouard Philippe, gère l'ingérable, nous le savons, mais c'est pas le seul. Jean-Michel Blanquer gère l'ingérable, il a été mis au courant extrêmement tard que le déconfinement allait avoir lieu le 11 mai. Il était totalement contre, il savait que c'était pas possible, il était pour la rentrée début septembre. À ce niveau-là, vraiment, j'entends ce que tu dis, Patrick, sur le côté comment on remet de l'apaisement, comment on remet du collectif dans tout cela. Mais il faudrait absolument que le président de la République, car c'est lui le boss dans la Ve République, arrête d'être ce qu'il est, c'est-à-dire, moi je pense que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, que ce qu'a dit Karima, non, je pense qu'il n'écoute pas grand monde, je pense qu'il est fermé à beaucoup de choses, et que ça va lui coûter très cher, et que ça nous coûte très cher. Oui, mais, excusez-moi. Alors, Matteo Ghisalberti. Oui, effectivement, dans la structure institutionnelle de la Ve République, le président de la République peut beaucoup de choses. C'est quand même un peu bizarre de se retrouver dans cette situation dans laquelle apparemment ils font pas partie de la même majorité. Moi, je suis d'accord pour avoir un premier ministre d'une autre majorité. C'est toujours, je préfère le débat que comment dire, l'alignement et critique vis-à-vis du sommet de l'État. Mais en même temps, je suis aussi italien, vous le savez. J'ai vu comment ça s'est passé en Italie. On a payé un lourd tribut. On a payé un très lourd tribut à cette maladie parce qu'en Italie aussi, on a pédalé dans la semoule au gouvernement et on a laissé les régions gérer les choses et on les a accusés quand ils ont essayé de prendre des mesures barrières. Mais sans changer de discours, excusez-moi, en France, on a un président de la République qui peut décider beaucoup de choses, qui a donné la preuve pendant 3 ans de décider pratiquement sur tout et tous les autres doivent fermer leur bouche. Maintenant, on est la 5e économie du monde. On a une puissance nucléaire et on demande aux mères de famille ou aux pères de famille de coudre des masques parce qu'on n'a pas encore en mesure d'avoir des masques pour le déconfinement. Et puis, excusez-moi, les enfants. Désolé, mais on a commencé à dire que les enfants sont ont moins de charges virales. Juste après le discours du président de la République, il disait que les écoles allaient ouvrir le 11 mai. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on doit croire? Nous, comme parents. Le problème, c'est que je vois pas comment le plan, encore une fois, va pouvoir être appliqué dans la mesure où c'est la remise à l'école à la carte, que des parents vont peut-être invoquer pour ne pas retourner bosser le fait qu'ils doivent garder leurs enfants. Enfin, je comprends pas comment tout ça va se remettre en route. Valérie, Jean-Luc, vraiment, je sais que je me répète, mais tant pis. Je crois vraiment que, je parlais des mères tout à l'heure, et ça concerne directement, je parle des primaires et des maternelles, évidemment. Je pense que les mères sont en capacité, dans la plupart des cas, de faire la part des choses et de voir ce qui sera ouvrable et pas ouvrable. Et quand on voit dans les différentes émissions de télé ou de radio, quand on entend les maires, ils ont des positions très très diversifiées selon les capacités dont ils disposent. Et je crois que mais donc ça va être un grand bordel, pardon d'employer ce mot, mais je vois pas autre chose.
Non, un bordel organisé alors. Oui, ça va être le vrai cafouillage. Hein. De toute façon, je ne pense pas il va y avoir une ligne directrice, mais comme il n'y a pas de fermeté de ce gouvernement et que chacun fait à peu près ce qu'il veut, donc demain matin, vous allez avoir tous les députés sur toutes les chaînes de radio et chacun va vous dire, va vous donner sa petite recette. Hein. Donc, il n'y aura pas de suivi. On verra comment ça va se passer cet après-midi. On aura de quoi commenter tout ça. Merci à tous les quatre. Dans un instant, auditeurs de Sud Radio, vous retrouverez André Berkoff. Très bonne journée.